C'est quoi la cirrhose? Ce terme a été inventé par le médecin français Laennec pour définir la maladie qui donne au foie des granulations roussâtres. La cirrhose, en fait, est une maladie chronique du foie dans laquelle l'architecture hépatique lobulaire normale va être transformée en une architecture nodulaire. Cela va donner lieu à des nodules de régénération au niveau du foie avec des lésions de fibrose. La fibrose en elle-même est due à un dépôt de collagène dans le parenchyme hépatique. Cela s'explique par la perte des mécanismes de régulation entre la fibrogénèse et la fibrolyse, ce qui va donner lieu à une augmentation de la fibrogénèse et du coup une augmentation de la production des protéines matricielles qui vont se déposer au niveau du parenchyme et une baisse de leur dégradation, c'est-à-dire une baisse de la fibrolyse. La conséquence directe de la cirrhose étant l'hypertension portale par constitution d'un bloc en intrahépatique. Mais il peut s'associer à ça une diminution de la masse parenchymateuse, ce qui va donner lieu à une insuffisance hépatique. Une autre conséquence beaucoup plus tardive du foie cirrhotique, on a le carcinome hépatocellulaire et c'est pour ça qu'il faut dépister un cancer du foie chez toute personne atteinte de cirrhose. Passons maintenant aux étiologies. La cirrhose est donc la conséquence d'agressions hépatocytaires prolongées, les principales causes étant les boissons alcoolisées qui représentent 50 à 75% des cas, et puis on a les hépatites virales chroniques telles que l'hépatite virale C et l'hépatite virale B. En deuxième lieu, on pense à la stéatohépatite non alcoolique qui est due à une accumulation d'acides gras sous forme de triglycérides dans le foie. Et puis on a d'autres causes qui sont beaucoup plus rares et qui représentent que 5%, telles que l'hémochromatose génétique. Cette maladie est la conséquence d'une absorption intestinale excessive du fer qui va se déposer au niveau du foie et causer une agression des hépatocytes. On pense également à une cholangite biliaire primitive qui touche surtout les femmes âgées de plus de 50 ans et qui est responsable d'une cholestase intrahépatique d'origine auto-immune et peut évoluer vers un état fibreux dans un stade avancé et donner la cirrhose. Et plus rarement, on peut trouver comme étiologie la cirrhose biliaire secondaire à une cholestase mécanique, c'est-à-dire à une lithiase biliaire. On a également l'hépatite auto-immune, on a la maladie de Wilson qui est une maladie génétique responsable d'une accumulation de cuivre dans le foie et une agression des hépatocytes. Il existe aussi d'autres causes plus rares telles que le déficit en alpha-1 antitrypsine qui va être responsable d'une augmentation des protéases et du coup la lyse des hépatocytes. On a également le syndrome de Budd-Chiari qui est responsable d'une obstruction des veines sus-hépatiques. Et il y a la toxicité chronique à certains médicaments tels que le méthotrexate et l'amiodarone. L'examen clinique est souvent normal si la cirrhose est compensée. Toutefois, on trouve une hépatomégalie dans 2/3 des cas avec comme symptômes les plus fréquents l'asthénie et le prurite. On observe des signes d'insuffisance hépatocellulaire tels que les angiomes stellaires prédominant surtout à la partie supérieure du thorax, l'érythrose palmaire, les angles blancs, l'ictère conjonctival ou cutané, le fétor hépatique qui représente l'haleine des malades cirrhotiques, l'hypocratisme digital et l'hypogonadisme chez l'homme. On cherche également des signes d'hypertension portale tels que l'acide, la dilatation des veines sous-cutanées abdominales qui donnent lieu à une circulation veineuse collatérale et une splénomégalie. En cas d'encéphalopathie hépatique, qui est une complication de la cirrhose, on peut trouver un astérixis caractérisé par des secousses brusques et brèves dues à la chute brutale du tonus des muscles extenseurs de la main. L'encéphalopathie hépatique est due surtout à l'hyperammoniémie car le foie est incapable d'éliminer l'ammoniac qui est toxique pour le cerveau. On a également l'inflammation qui joue un rôle majeur et qui est responsable d'un œdème des cellules gliales à l'origine d'une dysfonction neuronale. La biologie peut être normale, toutefois on cherche des signes d'hypersplénisme en relation avec l'hypertension portale qui se reflète par une bicytopénie, une pancytopénie ou une thrombopénie isolée.
L'élévation des transaminases reflète l'activité de la maladie causale. On aura une augmentation des enzymes de cholestase, la gamma-GT et les phosphatases alcalines qui seront élevées surtout en cas de cholangite biliaire. La bilirubine peut être normale ou élevée. L'insuffisance hépatique peut se traduire par une diminution des facteurs de coagulation et on aura une diminution du taux de prothrombine et du facteur 5 puisque le foie possède un rôle de produire les facteurs de coagulation. L'électrophorèse des protéines peut être normale, soit on peut remarquer une hypoalbuminémie liée à l'insuffisance hépatocellulaire et une hypergammaglobulinémie. L'alpha fétoprotéine va être élevée en cas de carcinome hépatocellulaire. En ce qui concerne l'imagerie, l'échographie abdominale est systématique et sera répétée tous les 3 à 6 mois pour dépister un cancer hépatocellulaire. Elle permet de mettre en évidence une modification du volume du foie, une irrégularité des contours du foie. Si le parenchyme hépatique est d'aspect hyperéchogène, cela oriente vers une stéatose associée. L'écho peut également montrer des signes d'hypertension portale tels que la splénomégalie, la circulation veineuse collatérale et peut également montrer une ascite, une lithiase biliaire, etc. Finalement, on a les complications qui apparaissent à un stade plus avancé de la maladie. On a l'hémorragie qui est due à l'hypertension portale et la rupture des varices œsophagiennes et gastriques. On a la formation de l'acide et son infection. L'évolution vers un carcinome hépatocellulaire. On a l'encéphalopathie hépatique qui évolue en 4 stades jusqu'au coma. Le stade 1, c'est l'astérixis. Après, on a une désorientation temporospatiale, puis le coma léger et un coma profond. Puis, on a le syndrome hépatorénal. C'est une insuffisance rénale qui va compliquer l'insuffisance hépatique. Puis, l'ictère qui correspond à l'aggravation de l'insuffisance hépatique et qui est à prédominance de bilirubine conjuguée. On peut également retrouver des manifestations extra-hépatiques, cardiaques, telles que l'allongement du QT et la cardiomyopathie, pulmonaire, l'hypertension artérielle pulmonaire et le syndrome hépatopulmonaire donnant lieu à une dyspnée, manifestations endocrinologiques telles que le diabète, le syndrome de T3 basse, l'hypotostéronémie qui donne lieu à une impuissance et une diminution du libido. Puis l'ostéoporose, on a la dénutrition. Le traitement, c'est surtout causal si la cirrhose est compensée. Sinon, il faut prévenir les complications. C'est pour ça qu'il faut dépister le cancer hépatocellulaire par échographie du foie et doser les alpha-fétoprotéines tous les 6 mois. La fibroscopie est nécessaire à la recherche des signes d'hypertension portale. Et il faut éviter les médicaments qui favorisent le saignement et l'insuffisance rénale, l'encéphalopathie tels que les ANS, l'aspirine, les benzodiazépines. Toutefois, la transplantation hépatique reste le traitement idéal de la cirrhose. C'est tout pour la cirrhose. Je vous revois dans une autre vidéo.